Pour qu'elle se réveille. Qu'un prince. Eh papy, Oui. qu'est-ce qu'on vient faire ici? J'ai demandé une entrevue à monsieur le maire pour qu'on fasse connaissance, comme on vient d'habiter ici. Tu crois qu'il est gentil? Ah oui, je pense qu'il est gentil, hein, parce que s'il est élu, c'est que plein de gens à Saint-Guinet ont voté pour lui. Bonjour monsieur le maire. Louias, bonjour, comment allez-vous? Ouais, Jeune homme, bonjour. C'est mon petit-fils Nathan qui Ah, m'accompagne. enchanté. Et je suis content de faire votre connaissance et merci de nous recevoir en tant que nouveaux habitants à Saint-Guinet. Eh bien écoutez, on va faire connaissance dans mon bureau. Je vous en prie, veuillez me suivre. Merci. On est très heureux d'être arrivé à Saint-Guinet et puis c'est une jolie ville, ça nous plaît bien. En plus, il fait beau. Oui, une très jolie ville qu'on essaye d'entretenir au Eh quotidien. monsieur, c'est vrai qu'il y a des maisons sous l'eau? Oui, effectivement, on peut dire ça comme ça, Nathan. Et depuis des milliers d'années. Allô, oui? Oui. Ah, mince. Mince. Eh bien écoutez, j'arrive. Excusez-moi, j'ai une urgence, messieurs, je dois y aller. Nous comprenons, mais de toute façon, on reviendra vous voir, monsieur le maire. Ah mais j'y compte bien, et on parlera de l'histoire de Saint-Guinet. T'es d'accord, Nathan? Oui. Bien. À très vite alors. Salut Nathan. Au revoir. Au revoir, Monsieur monsieur le Louias. maire. À très bientôt. Qu'est-ce qui t'arrive? Ben moi je voulais savoir la fin de l'histoire. Ah ben oui, là, on n'y peut rien. Monsieur le maire a été appelé en urgence. Donc, je vais essayer d'étudier cette affaire de village englouti dans le lac de Saint-Guinet. Et c'est promis, je te raconterai tout, Nathan. Merci papy. Bonjour Corinne, là c'est mais dis-moi, il y a mon petit-fils, il souhaiterait avoir plein de renseignements concernant les pirogues et les villages au fond du lac de Saint-Guinet. Est-ce qu'on pourrait se voir là pour en parler? Rendez-vous au Petit Pont, à côté du lac, d'accord? Merci Corinne.
ça va? Bonjour Corinne, ça va, content Oui. de te voir. Moi aussi ravie. Alors j'ai quelques questions à te poser parce que tu es la responsable médiatrice du musée du lac à Sanguinet. Et là, pour renseigner mon petit-fils, j'ai quelques questions à te poser. Est-ce que tu es d'accord pour y répondre? Ben, avec plaisir. Allez, c'est parti. Assieds-toi. Alors tout à l'heure, tu es arrivé par le petit pont sur la Gourgue. Ce que j'ai lu dans le livre de Bernard Morin, Oui. c'est que c'était la Gourgue qui était à l'origine du lac de Sanguinet, en fait. Mais tout à fait. Oui, c'est une rivière qui, il y a des milliers d'années, coulait dans l'océan. Et un cordon dunaire s'est mis en place entre cette rivière et l'océan et a fait barrière à l'écoulement de cette rivière qui a formé le lac de Sanguinet. D'accord, mais en fait, ce cordon dunaire ne s'est pas formé quand même du jour au lendemain. Ah non, il s'est formé sur plus de 2000 ans. On a des premières attestations en 2000 avant Jésus-Christ. Là, on peut dire que c'est le début de la mise en place de cette dune. Et le lac est définitivement formé en 250 après Jésus-Christ. Donc ça met plus de 2000 ans pour se mettre en place. Oui. Et donc, en fait, le cours de la Gourgue ne s'est pas arrêté comme ça du jour au lendemain. Le sable est arrivé de plus en plus en masse et ça a fini par boucher totalement. Exactement. Mais ça s'est fait quand même donc doucement. L'eau n'est pas montée comme ça de façon catastrophique, comme quand il y a un barrage qui cède quand même. Alors, les études géologiques montrent qu'à certains moments, l'eau a pu monter plus rapidement. Ce qui est confirmé par l'archéologie, puisqu'on a sur certains sites des objets, du matériel, notamment des pirogues, qui sont un peu entrechoquées les unes sur les autres et qui peuvent indiquer qu'il y a eu une montée des eaux plus rapide à certains moments. Et est-ce qu'il y a d'autres cas en France d'enfouissement, pas d'enfouissement, mais de submersion de villages comme à Sanguinet? Dans les Alpes, on a des cas de sociétés palaffites, donc des sociétés qui se sont installées d'emblée au bord de lac, donc qui ont été donc englouties, mais qui ont implanté leur lieu d'habitation au bord d'un lac. Alors qu'à Sanguinet, on n'est pas dans le même cas. On était sur le bord de la rivière. Au bord d'une rivière, à l'embouchure d'une rivière, une embouchure d'une rivière qui recule au cours du temps avec la montée des eaux, et les hommes qui, au cours du temps, reculent de plus en plus vers l'intérieur, en s'adaptant à cet environnement en mutation. Bien sûr. Est-ce que tu aurais des images à nous montrer de ce qu'il y a au fond du lac de Sanguinet actuellement? Ah oui, si tu veux, j'ai pris mon ordinateur. Donc là, tu as toutes les étapes de formation du lac de Sanguinet et avec la formation définitive en 250 après Jésus-Christ. Je vois qu'il y a plusieurs lieux dits des fouilles qui ont été entreprises là. Le site, le premier enfoui sous les eaux du lac.
Mais c'est le plus ancien, c'est le site de Matoc qui a été attribué à l'âge du bronze, là, comme on voit sur l'image. Et après, ça a été le Puy de Blanc. Le Puy de Blanc, c'est un site qui a été attribué au premier âge du fer. Oui. Donc une période qui s'étend de moins 850 à moins 450. Ensuite, l'Est et du large, l'Est et du large, oui. Voilà. Donc c'est un site du deuxième âge du fer, puisqu'il y a une subdivision au sein de la période de l'âge du fer. Donc le deuxième âge du fer, moins 450 oui. à moins 52, début de la période romaine. Et ensuite, le site Lossa qui s'installe et qui est englouti. Et donc Lossa qui s'installe en moins 70 avant Jésus-Christ. Et Lossa qu'on connaît bien parce qu'il était sur une... Voilà, donc en fait, un vieil itinéraire d'Antonin. Oui. Donc en fait, les noms des sites archéologiques a été donné en fonction des lieux dits proches des sites. Voilà, sur la berge. Sauf le nom de Lossa qui est le vrai nom latin. Et d'ailleurs, tu dis Lossa. Ben oui, puisqu'on ne prononce pas comme en français. Oui, voilà. Moi je disais Lossa, effectivement. Donc là, c'est le nom latin qui a été donné et qui est mentionné dans les cartes anciennes par l'itinéraire d'Antonin, qui avait référencé toutes les cités qui jalonnaient les voies romaines de son empire en Gaule, et il fait état de Lossa. En décrivant cette agglomération gallo-romaine. C'était une grande ville, non pas trop. Alors c'est difficile de répondre. Lossa a été fouillée il y a 50 ans. Lossa n'est plus fouillée, mais on pourrait effectivement reprendre des fouilles pour affiner nos résultats. En tous les cas, ce qu'on sait de l'empereur Antonin le Pieux, c'est que c'était une station routière. C'est-à-dire un lieu où le voyageur se restaurait, se reposait et continuait sa route. Donc il en profitait manifestement pour prier, puisque le long de cette voie romaine... Et on vient de voir le petit temple là, que tu appelles un fanum, oui. Qui veut dire espace consacré, et qui était un bâtiment que l'on construisait pour qu'il accueille la statue de la divinité qu'on vénérait. Et là, on ne connaît pas du tout la divinité. On ne connaît pas la divinité, on n'a pas retrouvé la statue, mais en revanche, on a trouvé les fondations de ce bâtiment. Et oui, on vient de le voir, là, oui. Et avec du matériel associé, des statuettes votives. On sait que ce fanum était couvert de tuiles romaines, puisqu'on les a retrouvées. Qu'il était décoré de fresques murales de couleur rouge à la mode romaine. Les fondations ont été établies avec la pierre locale, le fer des marais. Donc le seul matériau en dur dans les Landes. Oui, voilà. Oui. Et là, ce fer des marais, j'ai vu que il y avait effectivement un très très fort pourcentage de fer qui devait être exploité sûrement à cette époque-là. Oui, donc le fer des... Alors, avec des bas-fondés, on travaille au musée avec des spécialistes, notamment une géologue qui a analysé un minerai qu'on a découvert sur un des sites, le site de l'Est et du Large, qui est un site typiquement de l'âge du fer. Et donc elle a analysé dans ce minerai une teneur en fer qui pouvait atteindre 90%. C'est important. C'est énorme, oui. c'est Alors important. Que la garluche que l'on connaît bien ici, là, c'est plutôt aux alentours de 20%. C'est ça. Alors quand on parle de sanguiné, on pense tout de suite aux pirogues. Hein, pirogue, ça va avec sanguiné et inversement. Effectivement, on a découvert un ensemble de 40 pirogues. Et dans tous les sites? Tous sites confondus, toutes périodes confondues. Donc un ensemble qui montre une longue tradition de navigation sur ce territoire et donc une tradition qui remonte à 4000 ans, puisque la plus ancienne pirogue est datée de l'âge du bronze, donc qui débute sur notre territoire vers 2000 avant Jésus-Christ,
Et elles naviguaient quand le territoire était totalement ouvert sur l'océan. Et oui. Donc, Et après les pirogues, sûrement qu'elles ont été abandonnées parce qu'elles ne servaient plus pour aller faire la pêche sur l'océan. oui, on a deux groupes de pirogues. On a des pirogues qui font plutôt 5 mètres de long et des pirogues qui font plutôt 10 mètres de long, qui avaient sans doute des fonctions différentes. Et puisque l'homme s'adapte à son environnement, qu'il est à l'origine, qu'il a tourné sans doute ses modes de vie vers des activités en lien avec l'eau à l'origine, et qu'avec la montée des eaux, il se déplace vers l'intérieur et a dû sans doute tourner ses activités de plus en plus vers des activités plutôt terrestres, on peut supposer que les pirogues ont perdu de leur fonction. Le pêcheur étant Voilà. devenu agriculteur. Voilà. Voilà. Et est-ce que tu accepterais de nous faire visiter le musée dont tu es la médiatrice? Surtout pour mon petit-fils qui aimerait beaucoup voir ça. Oui, c'est tout à fait possible de visiter le musée du lac et de vous donner des explications adaptées Avec à tous les son objets qui ont petit-fils. été, Voilà, qui ont c'est été ça. récoltés C'est le rôle au fond qu'on du a lac. au sein d'un musée de médiatiser scientifiquement ce patrimoine et de l'adapter aux différents publics. Et j'ai lu que c'était aussi bien pour les enfants que pour C'est les ça, adultes. c'est ça. C'est ce qu'on s'attache à faire en tous les cas. Donc merci Ami Corinne d'avoir consacré un peu de ton temps à me donner toutes ces explications. Donc on ira voir ton musée, donc merci. Et De rien, à avec très plaisir. bientôt. Au revoir. Au revoir. Pardon, bonjour madame. Bonjour. Je suis à la recherche de renseignements sur les villages engloutis de Sanguinet, du lac de Sanguinet, et on m'a dit que justement cette semaine il y avait des travaux d'archéologie subaquatique, m'a-t-on dit. Donc oui, tout à fait, je suis la responsable d'opération. C'est moi qui dirige l'opération de fouille qui se passe actuellement juste là-bas. Entre les deux bouées, vous voyez, on est en train de fouiller une pirogue. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu du contexte et pourquoi cette pirogue est-elle arrivée ici? Quel âge a-t-elle tout d'abord? Cette pirogue date de la fin du Moyen-Âge. Elle a été datée il y a 2 ans par carbone 14. On a fait un prélèvement, elle a été datée par carbone 14 de la fin du Moyen-Âge. Donc si je comprends bien, cette pirogue-là, c'est une des pirogues les plus jeunes des pirogues, de toutes les pirogues qui ont été découvertes, d'après ce que j'ai vu au musée, dans le lac de Sanguinet. Tout à fait, c'est une des plus récentes, effectivement. C'est la 40e qu'on a trouvée et c'est également une des plus récentes. Actuellement, on entend un groupe électrogène qui tourne là-bas. Oui. Il y a donc des travaux de fouille. Alors, les travaux de fouille sont finis. On a commencé la semaine dernière. On a fouillé l'épave. On l'a documentée. On a fait des photos, des relevés. On a fait toute la documentation scientifique qu'on voulait. Il y a également une collègue à moi qui est venue pour étudier directement le bois sous l'eau. Maintenant, on va pouvoir dater la pirogue par une autre méthode, la méthode de la dendrochronologie. Vous dites? Dendrochronologie, c'est l'étude des cernes de bois, de la croissance du bois en fait, que l'on mesure et après ça nous permet d'obtenir une courbe qu'on va comparer avec des référentiels qu'on connaît dans la région de croissance des arbres. Ça va nous permettre de dater l'abattage du bois ou au moins d'essayer de recaler sa croissance chronologiquement dans la région. Alors, dites-moi, moi j'ai entendu parler de Lauza, qui est une Oui. ville qui a été totalement engloutie par la Tout à montée fait. des eaux Oui. et qui avait été remplacée par l'actuel Sanguinet.
Et on est sur le site de Lausa, là, vraiment. On est à l'extérieur du site de Lausa. Là, on est vraiment sur une pirogue médiévale qui était sur une berge du lac à un moment donné où Lausa était déjà engloutie. Mais effectivement, oui. Lausa se trouve juste ici devant nous. C'était une station gallo-romaine. Et ce n'est pas le seul village qui est englouti à Sanguinet. Oui, bien sûr. Hein, j'ai bien lu l'Esteye du Large, le Put Blanc. Il y a effectivement plein. Et il y a même des pirogues, d'après ce que j'ai lu, qui sont beaucoup plus anciennes que celle-ci, voire de l'âge du fer. J'ai une amie Corinne qui m'a dit que des pirogues beaucoup plus anciennes étaient aussi enfouies au fond du lac de Sanguinet. Tout à fait, votre ami a raison. Il y a donc les 39 voies de pirogues du lac de Sanguinet sont plus anciennes et ont été retrouvées sur différents sites au fond du lac. D'accord. Et d'accord. Donc là, et en fait, on connaît les endroits qui ont été fouillés, mais je sais pas, moi je me dis qu'il doit y avoir d'autres endroits dans le lac de Sanguinet où il doit y avoir d'autres vestiges engloutis. Tout à fait, oui, ça c'est sûr. En fait, le CRES qui a travaillé dans le lac depuis des années a surtout étudié les abords de la rivière. Il y a une rivière en fait avant qui s'écoulait de Sanguinet jusqu'à l'océan et c'est le paléochenal de cette rivière qui a été étudié au fond du lac. Vous dites le paléochenal. En fait, il y a encore la trace de la rivière au fond du lac et ils ont étudié surtout les berges de ce paléochenal. Cette pirogue, est-ce qu'on va la remonter à l'air libre? Non, on ne remonte pas systématiquement les choses que l'on trouve sous l'eau, d'autant plus les choses qui sont en matière périssable comme le bois. Il y a des techniques qui permettent de les conserver hors de l'eau, mais ce sont des techniques coûteuses et qui prennent du temps. Là, on n'a pas besoin de la sortir de l'eau. Elle est très bien conservée sous l'eau. On l'a désensablée pour l'étudier. Maintenant, on va la réensabler. C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Et on va la laisser à l'endroit où on l'a trouvée, se préserver tranquillement dans son endroit d'enfouissement. Je vais vous demander de m'excuser pour avoir pris de votre temps, parce que vous n'êtes là que peu de temps en fait, et donc merci d'avoir pris un peu de temps pour m'expliquer tout ça, et comme ça je vais le raconter à mon petit-fils Nathan. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Anaïs. Merci à vous, très bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Maman, est-ce que je peux appeler papy? Pourquoi tu veux encore le gonfler là? Pour savoir si il a avancé sur l'histoire de Sanguinet. Tu prends le téléphone, mais t'y fais attention. Tu cours pas avec le téléphone! Oui, allô papy? Ah Nathan, ça me fait plaisir de t'avoir. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? J'ai fait du foot, du vélo et du billard. Et toi? Alors, il faut que je t'annonce que j'avance de plus en plus dans mes recherches concernant les villages au fond du lac de Sanguinet. Il me tente que tu me rappelles, papy. Ben oui, il va falloir qu'on en reparle. Bisous. Allez, je t'embrasse. À bientôt. Oui, entrez. Bonjour Aimé. Monsieur Dubos, c'est moi. Oui, on vous a prévenu de mon passage. Oui, très bien, merci. Très Entrez, heureux, allez. Très heureux de vous rencontrer. Il paraît que c'est vous qui avez la plus grande expérience dans le domaine des recherches dans le lac de Sanguinet. C'est pour ça que je viens vous voir. Alors, la plus grande expérience, c'est un grand mot. Mais disons que je suis le plus ancien et je connais un petit peu depuis le début comme ça, cela s'est passé. D'accord. Et c'est là donc que le centre névralgique, enfin un des deux, puisque j'ai vu qu'il y avait un autre local en face. Voilà, l'autre côté, c'est un dépôt de fouilles. On va y aller si vous voulez tout à l'heure. Oui. Voilà. Et là donc, oui. Là, c'est le secrétariat, c'est là où on prépare tous les plongées le samedi matin. Et bon, après la plongée, on discute de ce qui s'est passé dans la matinée. Et vous êtes au CRES depuis quelle date à peu près? 1981. Mais je crois que les fouilles avaient commencé avant. Alors les fouilles ont commencé en 1970 et c'est les plongeurs du Bordeaux Étudiant Club, du BEC, qui sont venus là, qui ont plongé pendant 3 ans
sur le site gallo-romain qui s'appellera par la suite Lausanne. Lausanne, Voilà. oui, d'accord. Et les fouilles ont recommencé en 1976 lors de la création du CRES par Paul Capdevielle. Et des fouilles qui continuent encore, parce que l'autre jour, on a vu Anaïs, voilà. et je crois qu'on s'est aperçu à ce moment-là. Voilà, oui. qui a travaillé, qui a fait l'étude de la 40e pirogue. Oui, absolument. Voilà. Alors je vois des schémas, je vois même des maquettes. On sent que ça travaille dur ici. Ben, c'est-à-dire que actuellement on est équipé d'un sonar à balayage latéral, donc on peut faire de la bathymétrie, et on a reproduit la vallée de la Gourgue, tous les mètres, donc Oui. on connaît. Et C'est on là, sait, là où il y a le petit pont, là. voilà, ici le petit pont est ici, là on est sur la partie gallo-romaine, là ici sur le premier âge du fer, là ici c'est l'âge du bronze, et là c'est la partie la plus profonde du lac, qui est en dessous du niveau de la mer. Donc lorsqu'on on étudie un petit peu la morphologie du lac, on s'aperçoit que ce lac était en liaison directe avec l'océan, parce que dans la partie la plus profonde, on a fait des carottages et on a trouvé des squelettes de diatomées marines. Les mêmes types de diatomées qu'on a fait sur les carottages sur les strands de Les Biscarrosse. diatomées, c'est tout petit. C'est microscopique. Hein. C'est microscopique. Mais ce sont des squelettes, c'est de la Oui, silice. oui, bien sûr. Voilà. Donc on sait que cette partie était lagunaire. D'accord. C'était une lagune. Et là, cette maquette, Alors là, cette elle maquette, représente quoi? C'est un fond de cabane qui a été daté à 600 avant Jésus-Christ. Et il est constitué de double rangée de troncs de pin, avec leur écorce encore, et dessus, il y a une salle foyer. Ça représente à peu près 100 mètres l'ensemble, avec les pieux 100 mètres carrés. Là, c'est 6 mètres par 6 mètres, à peu près. Voilà. D'accord. Et on sait qu'il y a là, c'est le seul endroit où il y a une superposition d'habitat. On couvre 3 siècles, à peu près. D'accord. Et donc, vous avez tout le matériel nécessaire pour plonger, vous avez le bateau. Voilà, on a une barge qui date de 1981, Ah oui. qui elle aussi n'est pas très jeune, Oui. et qu'il D'accord. nous faudrait... Il ne faut pas écoper quand même. Pas encore, mais ça ne sera pas tardé. On a des problèmes, on a beau l'entretenir, mais il faut trouver maintenant des finances pour la changer, alors que c'était un bateau qui nous a été donné par Amiaca, c'est-à-dire la mission interministérielle de l'aménagement de la côte aquitaine. D'accord. Et maintenant, est-ce que vous pourriez me montrer quelques vestiges que vous avez trouvés au fond du lac? Alors, ici, non, on n'en a pas, mais on va traverser. De l'autre côté, il y a le dépôt de fouilles, et on va pouvoir vous montrer tout ce qui n'est pas exposé au musée. Il y a plus de 29 000 tessons qui appartiennent à l'espace gallo-romain, et tout le reste, tout l'âge du bronze et l'âge du fer, ça a été pour l'instant prêté à Certes, où c'est le service régional d'archéologie qui va traiter l'étude de ce mobilier. Ben, on y va. Allez, on y va. Donc ici, il y a tout le mobilier gallo-romain qui n'est pas exposé au musée, soit à peu près plus de 29 000 tessons de céramique qui sont là. Et là, ils sont pour l'instant positionnés en fonction de leur typologie. Là, je vois au fond, il y a une... Le fond d'un cuvier. C'est un cuvier. Un cuvier qui a servi à stocker sûrement du goudron. Et toute cette partie-là, c'est des fragments de jarres à goudron, où l'on peut voir, par exemple, le type de lèvres. De jarre à goudron. De grandes jarres à goudron, oui. Celle-ci aussi. Ah oui, c'est... Voilà. C'est un petit peu, c'est celle qui est au musée, qui est reconstituée entièrement. Oui. Il y a une quantité industrielle, justement, de fragments de grandes jarres. Bon, on en a quelques-unes ici, mais il y en a beaucoup plus au fond de l'eau, qu'on n'a pas remonté. Oui. Ben, bravo. Bravo voilà. Pour votre travail. On m'a dit que vous aviez reconstitué une pirogue. Exactement. Mais on peut la voir. Hein. C'est un sanguinétois, Raymond Santuc, qui l'a faite, qui l'a façonnée. Alors on peut la voir, mais c'est juste de l'autre côté, dans un autre bâtiment. Eh bien, on y va. Allez, on y va. Alors là voilà donc cette fameuse pirogue que vous avez fait. Oui, c'est la pirogue, c'est une réplique à l'identique d'une des pirogues du lac.
On en a 40, pardon. Et celle-ci, c'est la numéro 18 qui a été trouvée, qui est datée dans la fin du dernier millénaire. Elle était façonnée par un sanguinétois, Raymond Santuc. Voilà. Quel travail! C'est un pain qui nous a été donné par le docteur Dubos. C'était sur sa propriété. Il lui a fallu 4 mois. Pour la creuser, pour la Et elle a été façonnée avec des outils forgés. D'accord. Alors hache, herbinette, ciseaux à frapper. Et voilà. C'est vraiment formidable, tout le compliment. Oui. Et alors, cette embarcation qui nous a servi à faire des essais sur le lac et sur l'océan. Eh bien, merci encore de m'avoir accueilli et j'en sais beaucoup plus sur tout ce qui a permis de faire toutes ces découvertes dans le lac de Sanguinet. Merci Bernard. Tout le plaisir est pour nous. Voilà. Allez, salut Aimé. C'est bon, je suis prêt. Bon, ben, on y va. Alors, tu m'attends, j'arrive. Ok. Alors, j'ai une bonne nouvelle, Nathan. J'ai une bonne nouvelle. Tu sais, tu m'avais demandé de me pencher sérieusement sur l'histoire des villages engloutis du lac de Sanguinet. Eh bien, j'ai étudié le problème et maintenant, je sais tout. Alors, rapidement, c'est la petite rivière qui alimente maintenant le lac de Sanguinet, qui s'appelle la Gourgue, qui autrefois se jetait dans l'océan. Et il y a des modifications climatiques qui ont fait que le sable s'est accumulé et la rivière ne s'est plus jetée dans l'océan. Donc le niveau est monté. Si tu le veux bien, on va aller voir Corinne au musée de Sanguinet. Elle va tout nous dire. T'es d'accord? Merci, papy. Bonne nuit. Bonne nuit. À bientôt, Nathan. Later on in the night, when the crowds have gone, we could talk under moonlight till dawn. We could stay to watch the Bonjour. Bonjour Corinne. Alors comme promis, je t'amène mon petit-fils pour que tu lui enchanté. expliques tout ce qui s'est passé dans le lac de Sanguinet depuis les origines. Je lui ai déjà expliqué pas mal de choses, hein, mais maintenant je compte sur toi. Bon, bienvenue. Donc tu viens découvrir le musée du lac de Sanguinet, qui est un musée archéologique. Hein, donc un musée archéologique, c'est un musée où il y a quoi dedans? Des choses anciennes. Voilà, des choses anciennes et des objets qu'on a retrouvés dans le lac. Puisque dans le lac, on fait des fouilles subaquatiques et tout ce qu'on trouve dans le lac est exposé au musée. Donc là, tu vois, par exemple, tu as une maquette géante du lac de Sanguinet. Donc là, tu as le lac de Sanguinet dans son ensemble sur cette maquette. Et on a réalisé des fouilles à cet endroit-là, tu vois, que dans cette partie. Et tout autour, tu as la ville de Sanguinet. Ici, on a une rivière qui coule dans le lac de Sanguinet. Et cette rivière, c'est elle qui est à l'origine du lac de Sanguinet. Hein? Parce qu'avant, comme tu vois là sur le premier panneau tout à gauche, cette rivière, il y a bien longtemps, il y a 4000 ans, elle coulait dans l'océan. Et on voit que des dunes se mettent en place entre la rivière et l'océan. Ces dunes forment une barrière, l'eau s'écoule moins, et donc elle forme ici le lac de Sanguinet. cancel all our plans. C'est lourd, ma pense. C'est lourd, voilà, c'est We lourd. don't need a Des grains reason dans les why frontières we just qui sont can't. des anciennes
le Graal en fait. Hein. I wish I could stop time and stay in this moment. Never think about going. Won't you stay with me for a little while? Alors, est-ce que tu es content de la visite de ce musée avec Corinne? Ouais, merci papy. Ben voilà, maintenant tu es content et tu sais tout ce qui s'est passé là depuis 4000 ans au lac de Sanguinet. Merci Corinne de ton accueil et puis à très bientôt. Merci à vous pour votre venue et puis à bientôt. À bientôt. I wish I could stop time. Merci papy, c'était trop bien la visite du... Ça t'a plu, hein? Ouais. Ah oui, Oh, on très dirait le agréable. maire. Tiens, voici monsieur le maire. Ah, monsieur Noyas, Comment ça allez-vous? Salut Nathan, en forme? Oui. Bon, c'était désolé pour l'autre jour, j'avais une urgence. C'est pas grave. On peut se revoir quand Non, vous voulez. mais c'est bon, hein. Mon papy, il a fait une enquête et on sait déjà tout sur le lac de Sanguinet. Alors, tu peux même raconter l'histoire de Sanguinet désormais. Oui. Très bien, j'ai hâte de l'entendre. En tout cas, merci encore de nous avoir reçus et puis à très bientôt, le plaisir de se revoir. Allez, beaucoup de bonheur à vous à Sanguinet alors. À bientôt monsieur Bonne Noyas. soirée, Salut Nathan. au revoir. Alors c'est vrai que tu veux raconter l'histoire de Sanguinet maintenant? Non. J'ai jamais dit ça. Tout a commencé un soir d'août autour d'un apéro composé de bière et de cacahuètes. Nous ne le savions pas encore, mais cet apéro va faire naître un documentaire surprenant. Venez avec moi découvrir les coulisses de ce tournage. Là, je vais passer la parole à Aimé, du coup. Est-ce que tu as réfléchi à une histoire, un scénario? Eh bien oui, j'ai réfléchi, mais je dois dire que j'ai rien trouvé de... Ce qu'il nous faudrait, c'est une sorte de fil rouge qui va nous amener du début jusqu'à la fin du film, en utilisant bien sûr dans certaines séquences les images que vous allez faire. Mais qu'est-ce que tu verrais comme point de départ et comme point d'arrivée déjà? Eh ben voilà, c'est à faire. Moi je veux bien me lancer et puis écrire, mais il y a l'ami Damien qui dit, moi attention, je veux faire un film artistique, oui, avec des choses en fait, il faut vraiment qu'on n'a jamais vues dans le monde. Il faut vraiment gommer l'aspect interview. Oui. Ah. Oui. Ah. Plutôt s'axer sur la voix off pour donner les informations techniques et historiques. Mais est-ce qu'on peut pas faire un truc vraiment aventure avec vraiment quelqu'un qui vient des aventuriers, Ouais, non, un envoyé spécial. on vient découvrir le lac. Alors moi j'ai écouté ce que dit Tartas. Je vois, on pourrait faire ça un peu sous forme d'enquête, tu vois, où on reconstitue l'histoire. Oui. Ah mais ça serait vachement bien. Comme des enquêteurs. Moi c'est l'idée que j'ai eue. Est-ce que Tartas a dit un truc?
La ville se déplaçait, tu me coupes si je me trompe, hein, ou si j'ai mal compris. Elle s'est déplacée avec la montée du lac. Tous les 500 ans à peu près. Ouais, c'est ça. Par contre, à la dernière montée, on ne sait pas ce qui s'est passé, parce qu'ils ont laissé les pirogues sur place. Eh ben oui. Et une pirogue, c'est comme une Ferrari de nos jours, tu vois. Quand tu as passé du temps à fabriquer des pirogues, et ça prend du temps de fabriquer une pirogue, que tu l'abandonnes sur place, c'est qu'il y a quelque chose. Dis-moi Damien, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est une grosse journée de tournage. On va plonger dans le lac de Sanguinet pour filmer les restes des villages engloutis. C'est notre première journée de tournage aujourd'hui. Ouais, première journée officielle. Qu'est-ce qu'il y a de prévu? Qu'est-ce qu'on peut découvrir? Alors, il faut savoir qu'on a déjà fait des plongées tests, on est parti en repérage. Là, aujourd'hui, on va vraiment tourner les plans pour le documentaire. Donc moi, je vais guider les équipes qui seront sous l'eau. Il y aura plusieurs caméramans. Et avec quelle équipe on y va alors? Mais on a toi, c'est déjà pas mal. On a Olivier de l'association NSA. Bonjour. On a André Tartas, le responsable du CRES, qui a la bonté et la gentillesse de nous accompagner dans cette journée. Alors, il faut savoir que moi, il y a 15 jours, je suis parti en hydravion pour faire des plans du lac de Sanguinet dans le cadre du reportage. Donc on aura des plans donc, sous l'eau et aussi plus que dans les airs. Ouais. À ce moment-là, toute l'équipe se prépare pour aller découvrir et filmer la cité engloutie. Le commandant du navire, André Tartas, nous accompagne jusqu'au point de plongée. Pendant ce temps-là, Damien effectue une dernière vérification avec les plongeurs pour avoir les meilleures images. En fait, que ce soit les plans pour le documentaire ou la personne qui filme avec la GoPro, c'est vraiment faire des plans très lents en fait, qu'on voit bien les mouvements de chacun et des belles séquences en fait. Donc à chaque déplacement lent et rotation lente. Vraiment si on a besoin de tourner. Donc l'idée là, ce qu'on a dit avec Damien, c'est que toi avec la GoPro, tu te mettras le premier à l'eau, de façon à nous filmer en train de nous mettre à l'eau. Et qu'on puisse mélanger après les plans, parce que moi je filmerai. Déjà juste la mise à l'eau, on revient vers toi en surface. Celui-là c'est vraiment l'idée making of, donc c'est la vraie vie de la plongée, ce sera pas le parquet. Mais dès qu'on a fait ça, moi en plus je filme en même temps, donc je te filmerai en train de me filmer, donc on pourra mélanger les. Ah là ça va être. Ah là les enfants, on essaie d'être professionnels. Et du coup en ce qui te concerne, moi j'aimerais avoir des plans, genre tu filmes un parquet ou qu'est-ce qu'on va filmer là exactement? Un parquet. Voilà. Et bien vraiment vraiment un plan fixe, tu vois, genre sans bouger, genre 30 secondes. Parce que je t'avais fait du Phanom, ça t'allait. Non, je bougeais pas. Les dernières vidéos que je t'ai données. Alors je les ai peut-être pas toutes vues. D'accord. Et après c'est comme au cinéma, des petits travelling comme ça, tout doucement. Donc de toute vraiment façon, à cette vitesse, tu vois. Test son, c'est bon? Test son, ok. Donc je vais te mettre le micro pour l'interview. Oui. Hop, voilà. C'est bon là, ça gênera pas? Non, c'est bon. Nickel, on y va? Tu me suis? Allez, go. Allez, je vais te présenter les deux types d'équipements qu'on va utiliser pour la plongée. On va voir le premier type. Ça va être ça. Ça va être la bouteille classique que tout le monde a déjà vue dans les films de Cousteau ou dans les films de plongée. Donc des bouteilles en acier, dedans on a de l'air. Devant on a le gilet qui va nous permettre de flotter. Le harnais, c'est ni plus ni moins qu'un sac à dos qui nous permet d'avoir la bouteille sur le dos. Et après on a toute la tuyauterie qui nous permet de respirer sous l'eau. On a quelques petits équipements en plus, vu que nous on nettoie dans le bassin. On a toute une batterie de couteaux qu'on a soit directement sur l'équipement, soit avec nous. Nos sacs de ramassage de déchets. Voilà, pour cet équipement-là, globalement, c'est tout. Sont pas pareils tes palmes? Non, c'est juste de la déco. Là c'est juste pour faire comme si j'étais un professionnel. Mais ça change rien.
Faut juste pas oublier de mettre le truc en bouche, sinon ça va merder. Ouais. Bon, allez, bonne plongée. Merci. Petit débrief de cette journée. Donc on a quand même plongé sur 3 sites différents. On a dû faire pas loin d'1h30, 1h40 de plongée, donc c'est quand même pas mal, hein. On est sorti, on était bien crevés. On a vu des choses incroyables. Donc ça va d'enchevêtrement de bois, de grosses poutres de bois qui servaient de quai, un plancher. On a vu des pirogues avec une empreinte digitale qui va. C'est bon. Ouais, donc enchevêtrement de bois, mais de différentes tailles. Le premier truc qui choque quand on arrive sur ce genre de structure, c'est à l'époque, sans les outils actuels, sans les outils de mesure, sans les outils de découpe, sans l'électricité, comment est-ce qu'ils ont fait pour déplacer tout ce bois, le tailler, le façonner. On est arrivé devant une énorme poutre de bois qui ressemblerait, alors on l'a bien filmé, j'espère que ça donnera bien à l'écran, sorte de bouche de crocodile, d'alligator, enfin c'est vraiment bizarre, on sent vraiment que ça a été travaillé, mais ça devait être un travail titanesque. Les pirogues, c'est pareil, ce sont des morceaux de bois qui sont gigantesques, avec les moyens actuels, ça prendrait déjà des jours et des jours à faire, alors ça devait prendre des mois ou des années à faire, donc ça devait être des biens, des matières qui devaient coûter un argent fou, ça devait se monnayer, quelque chose d'incroyable. Et donc voilà, bref, tout le monde est content là, une journée splendide, quasiment pas de vent, gros soleil, peu de bateaux, donc on n'a pas été embêtés, niveau sécurité on a été bien. Donc franchement pour nous ça a été une opération plongée magnifique. Alors Damien, qu'est-ce qu'on vient de faire là? Ben là c'est la toute première scène du documentaire. Donc c'est un documentaire fiction, c'est un peu scénarisé. C'est-à-dire que les protagonistes jouent un peu leur propre rôle, plus ou moins. C'est-à-dire que Nathan n'est pas vraiment le petit-fils de Aimé, mais il joue son petit-fils. Dans la vraie vie, il s'appelle vraiment Nathan, comme Aimé s'appelle vraiment Aimé. Voilà. Donc il y a des similitudes. Dans ce docu-fiction, Aimé est passionné d'histoire, ce qui est le cas aujourd'hui. La seule différence, c'est là où on triche un peu, c'est que dans le documentaire, il va faire comme s'il ne connaissait pas du tout l'histoire de Sanguinet. Voilà. Là, on a vu un peu que tu faisais la prise de la première scène sous différents angles. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Pourquoi? Parce que si on faisait simplement un plan fixe, ça serait super ennuyeux. Voilà. On se rend pas compte, mais quand on regarde un film, la même scène, le même mot, il y a peut-être 5 caméras différentes avec des zooms différents, des angles différents. En fait, pour que ce soit dynamique, il faut vraiment beaucoup d'angles. Ouais, puis là, il faut expliquer aussi qu'on tourne après avoir déjà plongé dans le lac. Voilà, comme tous les films, on tourne un peu dans le désordre. Après, c'est au montage, avec la magie du montage, on va tout réassembler comme un puzzle. Nous, on reste une petite équipe, donc on tourne à 1 ou 2 caméras. Donc on a besoin de faire plus de scènes, plus de séquences. Mais au final, ça ne se verra pas grâce à la magie du montage. Bien, ça te plaît Sanguinet? Oui. Bon, c'est une jolie petite commune, c'est un joli village qui a beaucoup grossi, tu sais que c'est un village qui est assez ancien. Et oui, je crois. Qu'est-ce que ça fait de jouer son propre rôle dans un documentaire comme ça? Eh bien, c'était la première fois, mais j'avoue que je me suis plutôt laissé prendre au jeu. C'est assez agréable avec une équipe de tournage assez bienveillante, faut dire. Est-ce que c'est une chose qui peut être faite par le futur? Bien, écoutez, si ça sert les intérêts de ma commune, et que ça met Sanguinet en lumière, mais c'est avec plaisir. Je le recommencerai bien volontiers. Pendant ce tournage, Aimé s'est rendu dans différents musées, notamment celui du Cress ainsi que celui du lac de Sanguinet, pour obtenir toutes les informations historiques. Venez avec moi au coin du feu, dans une maison landaise, retrouver Aimé et Nathan pour les parties scénarisées entre grand-père et petit-fils.
Est-ce que tu peux nous dire comment ça... Enfin, est-ce que ça t'a plu déjà de faire ce tournage? Oui, ça m'a plu. C'était bien. Ouais. C'était une première fois. Ouais. Donc c'était un peu stressant, mais... Sur les premiers tournages, c'était stressant, après ça a été un peu mieux. Oui, un peu mieux. Ouais. Là, sur les dernières, c'était bien. Là. Oui. Ouais. Et puis avec Aimé, tu te sentais bien aussi? Oui, un peu. Il joue le rôle de papy. Oui. Et est-ce que tu aimerais en refaire plus tard des trucs comme ça, des petits tournages? Oui, je sais pas. Bravo, encore. Merci. Et puis à bientôt sur les écrans. Messieurs, c'est une fin de tournage. Je crois. Vos impressions? Ben, ça a été dur, hein. Ouais. En fait, on a passé quand même du temps à sanguiner pour cette affaire-là, mais il y a quand même un point très positif, c'est qu'il faisait toujours beau. C'est vrai, c'est vrai. Vous retenez quoi de ce tournage? Stressant. Les points forts, on va dire. Stressant. Alors les points forts, moi, c'est que pour la première fois avec Aimé, on a eu beaucoup de désaccords. C'est la première fois où c'est autant pas chamaillé, parce que c'était pas méchant. Mais moi, je voulais vraiment scénariser un peu certaines parties et Aimé trouvait que c'était un peu trop comme mettre une robe de chambre pour une scène, oh, quand même. Et si, ça. Et moi, évidemment. On raconte quand même une histoire. On voudrait que les gens s'identifient à ces personnages qui est le petit garçon avec son grand-père. Donc c'est pour ça qu'on a un peu scénarisé certaines scènes. Par contre, tous les faits historiques sont vrais. Eh bien oui, mais j'y tenais quand même, hein, que techniquement, cette vidéo apporte un plus, apporte quelque chose. Hein. Et effectivement, la scénarisation amène, c'est un petit peu l'huile que tu mets dans les rouages, quoi, en fait. Hein. Non, moi je suis pas mécontent. Il me tarde de finir le montage, de faire une projection privée, de vous le montrer, voir si ça vous plaît. Et puis, y a-t-il des idées pour la prochaine vidéo? Ouais, bien je peux pas le dire. Ah oui. Exclu, c'est surtout les plans qu'on a tournés avec nos propres caméras grâce à l'association NSA dirigée par Olivier. Donc c'est vraiment des images exclusives, des images nouvelles. Donc vous allez redécouvrir ces vestiges qu'il y a au fond du lac de Sanguinet. Et puis aujourd'hui, eh bien, on est à l'automne et on entend les grues. C'est ça. Les grues qui partent vers le sud, là. On voit passer un vol de grues, là, actuellement. Hein. Ça nous aura pris quand même pas mal de temps. En tout cas, moi, je vais quand même prendre la caméra et remercier notre ami Lilian qui a fait le making-of. Et qui m'a fait le micro. Alors, c'était comment cette expérience à la caméra? Moi, c'est mon rôle hein, d'être technicien pour être au cadrage. C'est mon rôle. Je préfère être derrière la caméra. Après, voilà, c'est quelque chose de nouveau, les making-of quand même. Donc voilà, filmer un peu ce qui se passe, ce que vous ne voyez pas, parce que bon, on vous montre le plus beau, ce qu'on veut montrer, la fiction, tout ça, mais bon, il faut savoir qu'il y a des ratés et qu'il y a toute une préparation derrière, que ce soit pour la plongée, la visite du musée, la partie scénarisée dans la maison. Ça, faut savoir qu'il y a toute une préparation et puis même l'avant-tournage, on s'est fait une petite réunion à quelques-uns pour pouvoir décider de la trame principale, on va dire. Donc, voilà. Mais de toute façon, vous avez pu voir tout ça durant tout le long de ce making-of. Et voilà, c'est la fin de cette aventure en coulisses. Nous espérons que vous avez apprécié découvrir les secrets du tournage de ce documentaire. Encore un immense merci à toutes les personnes présentes lors de ce documentaire. À très vite sur Atlantique TV.